Le soleil de septembre caressait les étals du marché aux puces de Saint-Ouen, illuminant la poussière qui dansait dans l'air comme autant de particules d'or. Élise Moreau, 42 ans, historienne d'art au musée de Cluny, flânait entre les allées encombrées, ses doigts effleurant délicatement les objets anciens. Son mari Thomas, architecte au regard perpétuellement distrait, la suivait d'un pas nonchalant, tenant par la main leur fille Sophie, une préadolescente de 12 ans aux yeux vifs et à l'imagination débordante. « Maman, on peut rentrer bientôt ?» « Je m'ennuie », soupira Sophie en traînant les pieds sur les pavés inégaux. « Encore quelques minutes, ma chérie. » « Ces objets racontent des histoires que les livres ont oubliées, répondit Élise, son attention déjà captée par un étal à l'écart, tenu par un vieil homme au visage buriné comme une gargouille. C'est laquelle la vie, à moitié dissimulée sous une tenture défraîchie, une marionnette ancienne d'environ 50 cm, sculptée dans un bois sombre et patiné par le temps. Son visage, d'une finesse remarquable, semblait presque vivant avec ses traits gothiques et son expression ambiguë, mi-souriante, mi-mélancolique. « Elle est magnifique », murmura Élise en la prenant délicatement. « Regardez ce travail d'artisan, ses articulations. Elle doit dater du XVIIIe siècle. » Le vieil homme, qui s'était approché silencieusement, parla d'une voix rauque. « Elle vient des ateliers qui travaillaient pour Notre-Dame. On dit que l'artisan s'inspirait des gargouilles. »« Combien ?» demanda Élise, déjà conquise. « Pour vous, 150 €. Mais je dois vous prévenir. » Il hésita, ses yeux pâles scrutant le visage d'Élise. « Cette poupée a une histoire. Certains disent qu'elle porte malheur. » Thomas leva les yeux au ciel. « Élise, nous avons déjà trop d'antiquités à la maison. »« Elle me plaît », insista Élise. « Et ses superstitions font partie de son charme. » Sophie, qui s'était approchée, recula instinctivement. « Je la trouve bizarre, maman. On dirait qu'elle nous regarde. » Le marchand hocha lentement la tête. « Les enfants sentent ces choses-là. Écoutez votre fille, madame. » Mais Élise avait déjà sorti son portefeuille. « C'est décidé. Elle sera parfaite dans mon bureau, près des manuscrits gothiques. » Tandis qu'elle payait, le vieil homme enveloppa soigneusement la marionnette dans un tissu de velours usé, murmurant des paroles que personne n'entendit clairement. Était-ce une prière? Un avertissement? Prenez en soin, dit-il en remettant le paquet à Élise. Et si jamais, des choses étranges se produisent, rapportez-la ici avant la prochaine pleine lune. Thomas éclata de rire. Vous devriez écrire des romans d'horreur, monsieur. Le vieil homme ne sourit pas, j'aurais préféré que ce ne soit que des histoires, monsieur. Sur le chemin du retour, dans le métro parisien, Sophie refusa de tenir le paquet contenant la marionnette. Élise le garda sur ses genoux, sentant à travers le tissu les contours du visage sculpté. Une étrange sensation l'envahit, comme si l'objet pulsait doucement entre ses mains. Elle l'attribua à la vibration du wagon. Ce soir-là, Élise installa fièrement sa nouvelle acquisition sur une étagère de son bureau, face à la fenêtre qui donnait sur les tours lointaines de Notre-Dame. La lumière du crépuscule jouait sur le visage de bois, lui conférant une expression changeante, presque vivante. « Bienvenue chez nous », murmura Élise avant de fermer la porte. Dans l'obscurité du bureau, les yeux peints de la marionnette semblèrent luire faiblement, comme si quelque chose s'éveillait après un long sommeil. Une semaine s'était écoulée depuis l'acquisition de la marionnette. L'appartement des Moreau, niché dans un immeuble haussmannien du Marais, avait toujours été un havre de paix. Mais désormais, une tension indéfinissable flottait dans l'air, comme un parfum subtil mais persistant. Élise fut la première à remarquer les changements. Son réveil sonnait inexplicablement en pleine nuit. Ses dossiers, toujours méticuleusement rangés, se retrouvaient éparpillés le matin. Des courants d'air glacé traversaient le couloir menant à son bureau, même fenêtre fermée. Ce matin-là, en préparant le petit déjeuner, elle observait Thomas qui lisait distraitement le journal. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, versant le café dans sa tasse. « Pas vraiment » répondit-il en se frottant les yeux. « J'ai fait ce rêve bizarre encore une fois. Je suis sur les toits de Notre-Dame, poursuivi par quelque chose que je ne vois jamais. » Élise fronça les sourcils. « C'est la 3e fois cette semaine. »« Ce n'est qu'un rêve, dit-il en haussant les épaules. Probablement le stress du nouveau projet. » Sophie entra dans la cuisine, les traits tirés, ses longs cheveux bruns emmêlés. « Bonjour ma puce, dit Élise. Tu as l'air fatiguée. »« J'ai entendu des bruits dans le couloir toute la nuit, marmonna Sophie en s'asseyant. Comme si quelqu'un marchait. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. » Thomas et Élise échangèrent un regard inquiet.
Et puis? Sophie hésita, jouant nerveusement avec sa cuillère. Je crois que la marionnette a bougé. Comment ça, bougé? Demanda Thomas, soudain attentif. Hier soir, quand je suis passé devant le bureau de maman, la porte était entr'ouverte. La marionnette n'était plus sur l'étagère, mais assise sur le rebord de la fenêtre, comme si elle regardait dehors. J'ai dû la déplacer et l'oublier, dit rapidement Élise, ignorant le fait qu'elle n'avait pas touché à la marionnette depuis son installation. Le téléphone d'Élise sonna, brisant la tension. C'était Victor Lemercier, son ancien professeur d'université, désormais conservateur à Notre-Dame. Élise. J'ai une nouvelle fascinante. Les travaux de restauration ont révélé une section inédite de la crypte. Des documents du XVIIIe siècle y étaient murés. Je pense que ça pourrait t'intéresser. J'arrive dès que possible, répondit Élise, ravie de cette diversion. Après le départ de Thomas pour son cabinet d'architecture et celui de Sophie pour l'école, Élise se dirigea vers son bureau pour prendre ses notes. En ouvrant la porte, elle se figea. La marionnette était bien sur l'étagère, mais sa position avait changé. Sa tête était tournée vers la porte, comme si elle attendait Élise. Un frisson parcourut l'échine de l'historienne. Elle s'approcha lentement et examina l'objet. Sous la lumière matinale, elle remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant, de minuscules symboles gravés sur les articulations, des motifs qui rappelaient étrangement ceux des manuscrits médiévaux qu'elle étudiait. « Qu'est-ce que tu es vraiment » murmura-t-elle, fascinée malgré sa crainte grandissante. En quittant l'appartement, Élise ne vit pas la marionnette tourner légèrement la tête pour suivre son départ, ni ses doigts articulés qui se refermèrent imperceptiblement, comme pour saisir quelque chose d'invisible. À Notre-Dame, Victor l'accueillit avec enthousiasme. À 65 ans, il conservait l'énergie d'un homme de 30 ans, surtout quand il s'agissait d'histoire. « Regarde ces documents, dit-il en étalant précautionneusement des parchemins jaunis sur une table. Il mentionne un certain Guillaume Marais, sculpteur et marionnettiste, qui aurait travaillé sur les gargouilles lors des rénovations de 1728. Élise se pencha sur les documents, son cœur s'accélérant. « Victor, j'ai récemment acquis une marionnette ancienne. Le marchand a mentionné un lien avec Notre-Dame. » Victor la regarda avec intérêt. « Vraiment? Tu as des photos ?» Élise sortit son téléphone et montra les clichés qu'elle avait pris. Victor pâlit visiblement. « Élise, cette marionnette, elle est identique à la gargouille du transept nord. Celle que les ouvriers appellent le veilleur. Viens voir. » Ils montèrent un escalier en colimaçon jusqu'aux galeries extérieures. Là, parmi les créatures de pierre qui fixaient Paris de leurs yeux vides, se trouvait une gargouille dont la ressemblance avec la marionnette était saisissante. « C'est impossible, murmura Élise. La similitude est trop parfaite. » Selon ces documents, dit Victor, Marais croyait que les gargouilles étaient plus que des sculptures. Il pensait qu'elles emprisonnaient des entités surnaturelles, gardiennes ou démons, et qu'ils pouvaient communiquer avec elles à travers ces marionnettes. Un vent froid balaya soudain la galerie, faisant frissonner Élise jusqu'aux os. « Victor, penses-tu que ces croyances pourraient avoir un fondement ?» Le vieil homme regarda au loin, vers les toits de Paris. « L'histoire regorge de mythes qui se révèlent avoir une part de vérité, Élise. Si j'étais toi, je ferais très attention à cette marionnette. » À cet instant précis, à des kilomètres de là, dans l'appartement des Moreau, la marionnette tournait lentement sa tête vers la fenêtre, fixant les tours de Notre-Dame qui se découpaient dans le ciel parisien. Le ciel de Paris s'assombrissait progressivement, comme si d'invisibles mains tiraient un voile sur la ville. Élise et Victor se tenaient toujours sur la galerie des chimères de Notre-Dame, le vent s'engouffrant dans leurs vêtements avec une insistance presque surnaturelle. « Ces gargouilles ont une histoire que peu connaissent, » murmura Victor, sa voix à peine audible par-dessus les bourrasques. Les documents officiels parlent de simples gouttières ornementales, mais les récits des tailleurs de pierre racontent autre chose. Élise s'approcha d'une gargouille particulièrement expressive, celle que Victor avait appelée « le veilleur ». Ses traits étaient identiques à ceux de la marionnette, même regard perçant, même sourire ambigu, même posture aux aguets. Selon la légende, poursuivit Victor, certaines gargouilles seraient des gardiens, veillant sur la cathédrale et la ville. D'autres seraient des démons capturés et pétrifiés par les prières des bâtisseurs. Et comment distinguer les unes des autres, demanda Élise, fascinée malgré l'angoisse qui lui nouait l'estomac. C'est là tout le mystère. On dit que seuls ceux qui possèdent l'œil véritable peuvent voir leur nature réelle. Victor sortit de sa poche un petit carnet usé. J'ai trouvé ceci parmi les documents murés.
C'est le journal de Guillaume Marais, le sculpteur dont je t'ai parlé. Élise prit délicatement le carnet et l'ouvrit. L'écriture, fine et nerveuse, couvrait chaque page sans laisser d'espace. Des croquis de gargouilles et de marionnettes s'entremêlaient au texte, accompagnés de symboles ésotériques. Il écrit qu'il a créé des marionnettes à l'image des gargouilles pour établir un lien entre les mondes, dit-elle en parcourant rapidement les pages. Il parle d'un rituel qui permettrait de... Elle s'interrompit, son sang se glaçant dans ses veines. Victor, il dit que ces marionnettes peuvent capturer l'âme des vivants pour nourrir les entités emprisonnées dans la pierre. Un coup de tonnerre retentit au loin, comme pour souligner ces paroles. La pluie commença à tomber, d'abord quelques gouttes éparses, puis un rideau dense qui les obligea à se réfugier à l'intérieur. « Je dois rentrer, dit Élise, soudain prise d'une inquiétude viscérale. Sophie sera bientôt de retour de l'école. Prends le journal, insista Victor. Étudie-le. Et surtout, méfie-toi de cette marionnette. Si Marais dit vrai, elle n'est pas un simple objet. Le trajet du retour parut interminable à Élise. Dans le métro bondé, elle ne cessait de consulter sa montre, envoyant message après message à Sophie qui ne répondait pas dehors, l'orage s'intensifiait, transformant les rues en torrents miniatures. Lorsqu'elle arriva enfin à l'appartement, trempée et essoufflée, un silence anormal l'accueillit. « Sophie ? Tu es là ?» Pas de réponse. La cuisine était vide, le salon également. Élise se précipita vers la chambre de sa fille, son cœur battant à tout rompre. Le lit était fait, le sac d'école posé au pied, mais nulle trace de Sophie. « Sophie » cria-t-elle, la panique montant en elle comme une vague. C'est alors qu'elle remarqua que la porte de son bureau était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur. Élise s'en approcha lentement, poussant le battant avec appréhension. La pièce était plongée dans la pénombre, uniquement éclairée par la lueur blafarde des éclairs qui zébraient le ciel à travers la fenêtre. Et là, assise sur la chaise de bureau, se trouvait la marionnette, ses yeux semblant luire d'une vie propre. Mais ce qui glaça véritablement Élise, ce fut le petit bracelet en perles colorées posé devant la marionnette. Le bracelet de Sophie, celui qu'elle ne quittait jamais. « Mon Dieu » souffla Élise, s'appuyant contre le chambranle pour ne pas défaillir. « Que as-tu fait de ma fille ?» Comme en réponse à sa question, un éclair particulièrement violent illumina la pièce, projetant l'ombre de la marionnette sur le mur. Mais l'ombre ne correspondait pas à la silhouette de l'objet. Elle s'étirait, se déformait, prenant la forme d'une créature ailée aux griffes acérées, évoquant irrésistiblement la gargouille de Notre-Dame. Le téléphone d'Élise vibra dans sa poche, la faisant sursauter violemment. C'était Thomas. « Élise ? Sophie n'est pas avec toi ? » Elle devait rentrer directement après son cours de piano, mais Madame Lefebvre vient de m'appeler pour dire qu'elle n'y est jamais arrivée. Les mots se bousculèrent dans la gorge d'Élise. Thomas, rentre immédiatement. Quelque chose est arrivé. Quelque chose de terrible. Quand elle raccrocha et releva les yeux, la marionnette avait changé de position. Ses mains articulées tenaient désormais le bracelet de Sophie, comme un trophée macabre. Et sur son visage de bois, le sourire semblait s'être élargi. La pluie battait contre les fenêtres de l'appartement des Moreau avec une violence inouïe, comme si le ciel lui-même partageait leur désespoir. Thomas faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Élise, assise rigidement sur le canapé, fixait le bracelet de Sophie qu'elle tenait entre ses doigts tremblants. « Comment ça, vous ne pouvez rien faire avant 24 heures ?» La voix de Thomas montait dangereusement. « Ma fille de 12 ans a disparu. »« Non, elle n'a pas l'habitude de fuguer. »« Non, nous n'avons pas eu de dispute. » Il raccrocha brutalement et se tourna vers Élise, le visage déformé par l'angoisse et la colère. « Ils disent qu'elle a probablement décidé de passer la nuit chez une amie sans nous prévenir. Qu'ils ne peuvent pas mobiliser des équipes pour chaque adolescente qui fait une crise. »« Ils ne comprennent pas, » murmura Élise, son regard toujours fixé sur le bracelet. « Ce n'est pas une fugue ordinaire. » Thomas s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élise, je t'en prie, explique-moi clairement ce que tu penses qu'il s'est passé. Cette histoire de marionnette et de gargouille. Je sais que ça paraît fou, dit-elle en relevant enfin les yeux. Mais j'ai vu l'ombre, Thomas. Ce n'était pas l'ombre d'un objet inanimé. Et le journal de Marais parle de rituel, d'âme capturée. Thomas passa une main sur son visage, luttant visiblement entre son amour pour sa femme et l'absurdité apparente de la situation. Admettons un instant que ce soit possible. Que pouvons-nous faire ? Victor pourrait nous aider.
Il connaît les légendes, les rituels. Et nous devons retourner voir le marchand qui m'a vendu la marionnette. Le téléphone d'Élise sonna, affichant le nom de Victor. Elle décrocha immédiatement, mettant le haut-parleur. Élise ? J'ai continué à étudier les documents. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Marais mentionne une femme nommée Mathilde Devreux, une voyante qui l'aurait aidé à comprendre la nature des gargouilles. Si ses descendants vivent encore à Paris, ils pourraient détenir des informations cruciales. Comment la trouver ? Demanda Thomas, soudain investi. Les archives paroissiales de Saint-Germain-l'Auxerrois pourraient contenir des traces. C'était l'église de Marais. Nous y allons immédiatement, décida Élise en se levant. Attendez, dit Victor. Apportez la marionnette. Si elle est liée à la disparition de Sophie, elle pourrait aussi être la clé pour la retrouver. Thomas et Élise échangèrent un regard. L'idée de transporter cet objet maléfique les répugnait, mais ils n'avaient pas le choix. Thomas alla chercher la marionnette dans le bureau, la manipulant avec des gants comme s'il s'agissait d'un objet contaminé, et la plaça dans un sac en toile. La tempête s'était légèrement calmée quand ils arrivèrent à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Le prêtre, un homme âgé au visage bienveillant, les accueillit malgré leur tardive. Les archives d'Evreux, répéta-t-il après avoir écouté leur requête. Ce nom me dit quelque chose. Suivez-moi. Il les conduisit dans une petite salle remplie de registres poussiéreux. La famille d'Evreux était connue pour ses dons particuliers. L'Église a toujours gardé un œil sur eux, mi-méfiant, mi-fasciné. Après une heure de recherche fébrile, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une adresse dans le quartier de Montmartre, associée à une certaine Mathilde Devreux, née en 1952. C'est probablement une descendante, dit Élise, notant fébrilement l'adresse. Merci, mon père. Le prêtre les retint un instant. Si vous cherchez Mathilde pour ce que je crois, soyez prudent. Les Devreux ont toujours marché sur la frontière entre la foi et autre chose. Montmartre, sous la pluie nocturne, avait perdu son charme touristique pour revêtir un aspect inquiétant. Les ruelles étroites formaient un labyrinthe où les ombres semblaient avoir une vie propre. L'adresse les mena à une petite maison en retrait, dont la façade était presque entièrement recouverte de lierre. Thomas frappa à la porte, qui s'ouvrit presque immédiatement, comme si on les attendait. Une femme âgée se tenait dans l'encadrement, ses yeux d'un bleu délavés les scrutant avec une intensité troublante. « Vous avez apporté les veilleurs, dit-elle sans préambule. Je sentais sa présence depuis des jours. » Élise et Thomas restèrent sans voix, déstabilisés par cet accueil. « Entrez, poursuivit la femme. Je suis Mathilde Devreux. Et vous êtes en grand danger. » L'intérieur de la maison était un étrange mélange de normalité bourgeoise et d'excentricité mystique. Des meubles anciens côtoyaient des étagères chargées de grimoires, de cristaux et de fioles aux contenus indéfinissables. Sur un mur entier s'étalait une reproduction minutieuse de la façade de Notre-Dame, chaque gargouille étant représentée avec un soin maniaque. « J'ai vu votre fille, » annonça Mathilde en les faisant asseoir dans un petit salon. Pas physiquement, bien sûr. Mais son essence. Elle est piégée entre les mondes. Comment la libérer ? Demanda Thomas, au bord des larmes. Mathilde se tourna vers le sac contenant la marionnette. Montrez-le-moi. Avec réticence, Thomas sortit l'objet et le posa sur la table. Mathilde ne le toucha pas, se contentant de l'observer sous tous les angles, murmurant des paroles incompréhensibles. C'est bien lui, dit-elle enfin. Les veilleurs. La création la plus dangereuse de Guillaume Marais. Il ne capture pas simplement les âmes, il les utilise pour réveiller les gardiens de pierre. Les gargouilles, souffla Élise. Pas toutes. Seulement celles qui abritent des entités anciennes. Des êtres qui existaient bien avant la cathédrale, bien avant le christianisme même. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, uniquement rompu par le tic-tac obsédant d'une vieille horloge. Comment sauve-t-on Sophie ? Insista Thomas. Mathilde se leva lentement, se dirigeant vers une armoire dont elle tira un coffret en bois sculpté. Il existe un rituel. Dangereux, mais efficace. Il faut le réaliser à Notre-Dame, au plus près des gardiens de pierre. Elle ouvrit le coffret, révélant un assortiment d'objets rituels, bougies noires, encens, un petit couteau à la lame d'argent, et un parchemin couvert d'inscriptions. Nous devons nous préparer, dit-elle gravement. La nuit n'est pas terminée, et les gardiens s'éveillent déjà. Comme pour confirmer ces paroles, un grondement de tonnerre secoua la maison, faisant trembler les vitres. Et dans le sac, imperceptiblement, la marionnette bougea.
La cathédrale se dressait, masse sombre et imposante, contre le ciel nocturne où l'orage s'était momentanément apaisé. Élise, Thomas et Mathilde se tenaient devant le portail nord, dissimulés dans l'ombre d'un contrefort. Victor les attendait, son visage habituellement jovial marqué par l'inquiétude. « J'ai obtenu les clés », murmura-t-il en les faisant entrer par une petite porte latérale. Les gardiens pensent que je viens vérifier l'état des documents après l'infiltration d'eau. L'intérieur de Notre-Dame était plongé dans une semi-obscurité, uniquement éclairé par quelques veilleuses qui projetaient des ombres mouvantes sur les piliers séculaires. Leurs pas résonnaient sur les dalles de pierre, comme amplifiés par le silence oppressant. « Par ici », indiqua Victor, les guidant vers une porte dissimulée derrière un confessionnal. Cette entrée mène au passage que les touristes ne voient jamais. Ils descendirent un escalier en colimaçon étroit, l'air devenant progressivement plus froid et humide. Thomas portait le sac contenant la marionnette, le tenant à distance comme s'il craignait une contamination. Ces tunnels datent de la construction originelle, expliqua Victor. Ils forment un réseau sous la cathédrale, reliant diverses cryptes et chapelles oubliées. Mathilde, qui les suivait en s'appuyant sur une canne sculptée, hocha la tête. Les bâtisseurs connaissaient les anciennes forces qui dormaient ici. Ils ont construit ces passages pour les surveiller, les contenir. Ils arrivèrent dans une salle circulaire aux murs couverts de symboles gravés. Des cercles concentriques, des inscriptions en latin et en langue plus ancienne encore, des représentations stylisées de créatures mi-humaines, mi-animales. La chambre des gardiens, souffla Mathilde. Je n'espérais pas qu'elle existât réellement. Victor alluma des torches fixées au mur, révélant au centre de la pièce un autel de pierre brute. C'est ici que Marais pratiquait ses rituels, selon son journal. Élise s'approcha des murs, étudiant les inscriptions avec son œil d'historienne. Ces symboles, certains ressemblent à ceux du journal de Marais, mais d'autres sont bien plus anciens. Pré-chrétiens, peut-être même pré-romains. Les forces que nous invoquons ce soir existaient bien avant les hommes, dit Mathilde en déposant son coffret sur l'autel. Maintenant, placez la marionnette au centre. Thomas hésita, puis sortit l'objet du sac. Sous la lumière vacillante des torchers, le visage sculpté semblait plus vivant que jamais, ses yeux reflétant les flammes comme s'il contenait une conscience. « Que va-t-il se passer exactement » demanda Thomas, sa voix trahissant sa peur. Mathilde commença à disposer des bougies noires autour de l'autel. « Nous allons ouvrir un passage vers l'entremonde où votre fille est retenue. Mais nous devons être prudents. D'autres entités pourraient tenter de franchir ce passage. » « Et les gargouilles » questionna Élise. « Quel rôle jouent-elles dans tout cela ?»« Elles sont les gardiens de la frontière » répondit Mathilde. « Certaines protègent notre monde, d'autres cherchent à libérer ce qui est emprisonné de l'autre côté. L'équilibre est fragile. » Victor, qui examinait le plafond de la chambre, intervint soudain, « Regardez. Ces nervures, elles forment un plan exact de la cathédrale vue du ciel. » En effet, les arcs de pierre qui se croisaient au-dessus de leur tête reproduisaient fidèlement le tracé de Notre-Dame, chaque intersection marquée par une petite sculpture représentant une gargouille. « Ce n'est pas un hasard, dit Mathilde. Cette salle est le cœur mystique de la cathédrale, le point où les mondes se rapprochent. » Elle alluma les bougies une à une, récitant des incantations dans une langue que nul ne reconnut. L'air se chargea d'électricité, comme avant un orage. Les flammes des bougies s'étirèrent soudain vers le haut, devenant d'une immobilité surnaturelle malgré les courants d'air qui parcouraient la crypte. « Le voile s'amincit, » murmura Mathilde. « Je sens les gardiens qui s'agitent. » Elle sortit de son coffret une fiole contenant un liquide ambré qu'elle versa en cercle autour de la marionnette. L'odeur âcre qui s'en dégagea fit tousser Thomas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il entre deux quintes. « Une mixture d'herbes consacrées, d'autres substances qu'il vaut mieux ne pas nommer, » répondit Mathilde. « Elle nous protégera pendant le rituel. » Victor, qui consultait fébrilement le journal de Marais à la lueur d'une torche, s'exclama soudain, « Il y a quelque chose d'important ici. » Marais écrit que la marionnette n'est qu'un réceptacle temporaire. L'âme capturée doit être transférée dans la pierre avant le 3e lever de soleil, sinon elle sera perdue à jamais. Élise se précipita vers lui. « Cela signifie que nous n'avons que jusqu'à demain matin pour sauver Sophie. » Le temps presse, acquiesça Mathilde en déroulant le parchemin sur l'autel. « Commençons. » Elle entama une incantation, sa voix prenant une résonance étrange dans l'espace confiné. Les symboles sur les murs semblèrent vibrer en réponse, comme animés d'une vie propre. Pendant ce temps, à la surface, une transformation subtile s'opérait. Les gargouilles de Notre-Dame, figées depuis des siècles dans leur immobilité de pierre,
frémissaient imperceptiblement. Leurs yeux, jusqu'alors aveugles, s'emplissaient lentement d'une lueur phosphorescente. Dans l'appartement des Moreau, laissé vide, un phénomène étrange se produisait également. Des objets appartenant à Sophie, ses livres, ses jouets, ses vêtements émettaient une faible luminescence bleutée, comme si l'essence même de la jeune fille cherchait à se manifester dans le monde physique. De retour dans la crypte, le rituel atteignait son apogée. La marionnette avait commencé à trembler sur l'autel, ses articulations grinçant sinistrement. Elle résiste, halta Mathilde, des gouttes de sueur perlant sur son front ridé. L'entité qui la possède ne veut pas libérer l'âme qu'elle a capturée. Soudain, un craquement assourdissant retentit au-dessus de leur tête, comme si la cathédrale elle-même se tordait sous une force invisible. De la poussière et des fragments de pierre tombèrent du plafond. Les gardiens s'éveillent, cria Victor. Le rituel les appelle. Élise, dans un geste instinctif, saisit la main de Thomas. Que se passe-t-il exactement? Mathilde, sans interrompre son incantation, leur fit signe de regarder les petites sculptures de gargouilles au plafond. À leur stupéfaction, elles avaient toutes tourné leur tête vers le centre de la pièce, fixant la marionnette de leurs yeux de pierre désormais lumineux. Elles choisissent leur camp, murmura Victor. Certaines veulent nous aider à récupérer Sophie, d'autres servent l'entité qui la retient. La marionnette se contorsionna soudain violemment, son corps de bois émettant des craquements inquiétants. Sa bouche, jusqu'alors figée dans un sourire énigmatique, s'ouvrit lentement, révélant une cavité noire d'où s'échappa un murmure ténu mais reconnaissable. « Maman! Papa! Aidez-moi » Sophie, cria Thomas en se précipitant vers l'autel, mais Mathilde l'arrêta d'un geste. « Ne brisez pas le cercle. C'est un piège. L'entité utilise la voix de votre fille pour vous attirer. » Le sol commença à trembler sous leurs pieds, d'abord légèrement, puis avec une intensité croissante. Des fissures apparurent dans les dalles de pierre, libérant un souffle glacial qui éteignit plusieurs bougies. « Le passage s'ouvre, » dit Mathilde, sa voix soudain empreinte d'une terreur mal dissimulée. Mais pas comme je l'espérais. Une des fissures s'élargit brusquement, formant une crevasse d'où montait une lueur verdâtre malsaine. Des ombres s'y agitaient, formes indistinctes qui semblaient tendre des appendices vers le monde des vivants. « Fermez-la » hurla Victor. « Nous ne sommes pas prêts pour une ouverture complète. » Mathilde redoubla d'efforts, sa voix s'élevant en une incantation frénétique. Le parchemin sur l'autel s'enflamma spontanément, ses cendres formant des motifs complexes dans l'air avant de retomber. La marionnette, comme animée d'une force nouvelle, se redressa soudain, ses mouvements saccadés évoquant une horrible parodie de vie. Ses yeux se tournèrent vers Élise, et une voix qui n'était ni celle de Sophie ni celle d'un être humain s'éleva. « Historienne, tu as réveillé ceux qui dormaient. Le pacte est rompu. Les gardiens marchent à nouveau. » Élise, surmontant sa terreur, fit un pas en avant. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » « Je suis l'ancien, celui qui veille depuis les hauteurs. Celui que Marais a trahi en m'enfermant dans ce simulacre de bois. »« Rendez-nous Sophie, » exigea Thomas, les poings serrés. La marionnette émit un rire grinçant. « L'enfant est mon passage vers la liberté. Sa jeune âme alimente ma renaissance. » Mathilde, épuisée mais déterminée, s'adressa directement à l'entité. « Tu es lié par les anciennes lois. Un échange peut être négocié. » Le rire cessa. « Un échange? Et que m'offrez-vous qui vaille une âme si pure ?» Un silence pesant s'abattit sur la crypte. Élise et Thomas échangèrent un regard lourd de sens. Victor, comprenant leur intention, secoua vigoureusement la tête. « Non, dit-il fermement. Il doit y avoir une autre solution. » Mais avant que quiconque puisse répondre, un nouveau craquement retentit, plus puissant encore que les précédents. Une partie du plafond s'effondra, révélant le ciel nocturne où l'orage avait repris avec une violence redoublée. Et dans cette ouverture, se découpant contre les éclairs, apparurent les silhouettes massives des gargouilles de Notre-Dame, leurs ailes déployées, leurs griffes tendues vers la crypte. Les gardiens de pierre avaient quitté leur perchoir séculaire. Et la nuit ne faisait que commencer. L'aube n'était plus qu'à quelques heures, et Paris dormait encore, ignorant le drame qui se jouait au cœur de sa plus célèbre cathédrale. Dans la crypte partiellement effondrée, Élise, Thomas, Victor et Mathilde contemplaient avec effroi les créatures de pierre qui descendaient lentement par la brèche du plafond. Les gargouilles, libérées de leur immobilité séculaire, se mouvaient avec une grâce surprenante malgré leur masse imposante. Certaines avaient des corps léonins surmontés de visages presque humains, d'autres ressemblaient à des chimères ailées aux traits démoniaques. Leurs yeux luisaient d'une lumière intérieure,
certains d'un bleu glacial, d'autres d'un rouge incandescent. Les gardiens ont choisi leur camp, murmura Mathilde, sa voix à peine audible. Ceux aux yeux bleus servent la lumière, ceux aux yeux rouges servent les ténèbres. Les créatures formèrent un cercle autour d'eux, certaines adoptant des postures protectrices, d'autres clairement menaçantes. L'une d'elles, particulièrement massive, s'avança. C'était le double exact de la gargouille que Victor avait identifié comme « le veilleur », celle qui ressemblait à la marionnette. L'ancien, souffla Victor. La plus puissante des entités liées à Notre-Dame. La créature inclina sa tête de pierre vers la marionnette qui gisait maintenant inerte sur l'autel. Quand elle parla, sa voix résonna comme le grondement d'une avalanche lointaine. Pendant des siècles, j'ai veillé sur cette cité, emprisonnée dans la pierre par la foi des bâtisseurs. Marais m'a offert un moyen de m'échapper, mais il m'a trahi, m'enfermant dans ce corps de bois, plus prisant encore que la pierre. Élise fit un pas en avant, surmontant sa terreur. Vous détenez l'âme de notre fille. Nous sommes prêts à négocier sa libération. Les yeux rougeoyants de la gargouille se fixèrent sur elle. Que offrez-vous en échange, historienne? Moi, répondit-elle sans hésitation. Prenez-moi à sa place. Élise, non, s'écria Thomas en la saisissant par le bras. Il doit y avoir une autre solution. La gargouille émit un son qui ressemblait à un rire rocailleux. Un échange d'âme. La mère pour la fille. Noble, mais insuffisant. L'âme d'un enfant possède une pureté, une potentialité que la vôtre a perdue depuis longtemps. Alors prenez-moi aussi, déclara Thomas en se plaçant aux côtés de sa femme. Deux âmes adultes contre une enfant. Mathilde s'interposa soudain. Attendez. Il existe peut-être un autre moyen. Elle se tourna vers Victor. Le journal de Marais ne mentionne-t-il pas un rituel de liaison? Victor fouilla frénétiquement dans les pages jaunies. Oui, ici. Marais écrit qu'il a découvert comment lier une entité à un lieu plutôt qu'à un objet ou une personne. Le processus nécessite un ancrage volontaire, quelqu'un qui accepte de servir de gardien, mais sans céder son âme. Un gardien humain, murmura Mathilde. Quelqu'un qui servirait de pont entre les mondes, maintenant l'équilibre. L'ancien observait cet échange avec une curiosité visible sur son visage de pierre. Vous proposez de me libérer de cette prison de bois, mais de me lier à un gardien humain? Intéressant. Je le ferai, dit Élise sans hésiter. Je serai ce gardien, si vous libérez Sophie. Thomas serra sa main. Nous le ferons ensemble. Notre famille a réveillé cette ancienne magie, c'est à notre famille de rétablir l'équilibre. Les gargouilles aux yeux bleus s'agitèrent, comme approuvant cette proposition. L'une d'elles, plus petite et délicate que les autres, s'approcha de Mathilde et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les gardiens de lumière disent qu'un tel pacte pourrait fonctionner, traduisit la vieille femme. Mais il y a un prix, vous serez liés à Notre-Dame pour le reste de vos vies. Vous ne pourrez jamais vous éloigner trop longtemps de la cathédrale. Élise et Thomas échangèrent un regard. Notre appartement est à moins d'1 kilomètre, dit Thomas. Nous pouvons vivre avec cette contrainte. L'ancien inclina sa tête massive. J'accepte ces termes. L'enfant sera libéré, et vous deviendrez mes ancres dans le monde des hommes. Mais sachez ceci, si vous rompez ce pacte, si vous tentez de fuir votre responsabilité, je reprendrai ce qui m'est dû et plus encore. Victor s'avança, le journal de Marais ouvert à une page spécifique. Le rituel nécessite le sang des gardiens volontaires, mêlé à la poussière de pierre des gargouilles, à l'aube naissante. Mathilde consulta sa montre. Nous avons moins d'1 heure avant le lever du soleil. Préparons-nous. Tandis que Victor et Mathilde rassemblaient les éléments nécessaires au rituel, Élise s'approcha de la marionnette toujours posée sur l'autel. Dans la pénombre, elle crut voir le visage de Sophie se superposer brièvement à celui de l'objet sculpté. « Nous allons te ramener, ma chérie, murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Tiens bon. » Thomas la rejoignit, passant un bras protecteur autour de ses épaules. « Sommes-nous certains de faire le bon choix ?» demanda-t-il à voix basse. « Avons-nous vraiment le choix ?» répondit Élise. « C'est notre fille. » Les préparatifs du rituel s'achevèrent alors que les premières lueurs de l'aube filtraient par la brèche du plafond. Les gargouilles formèrent un cercle parfait autour de l'autel, alternant créatures aux yeux bleus et aux yeux rouges, comme pour symboliser l'équilibre recherché. Mathilde tendit un petit couteau d'argent à Élise. Une goutte de sang de chacun d'entre vous, sur la marionnette et sur la pierre de l'ancien. Les mains tremblantes, Élise s'entailla légèrement la paume, laissant tomber quelques gouttes écarlates sur le front de la marionnette.
Thomas fit de même, son sang se mêlant à celui de sa femme. L'ancien s'approcha, inclinant sa tête massive pour qu'il puisse également déposer leur sang sur son front de pierre. Au contact du liquide vital, la surface minérale sembla l'absorber avidement. Maintenant, dit Mathilde, récitez les mots que je vais vous dire, et ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Elle commença à leur souffler une incantation en latin ancien, que le couple répéta phrase après phrase. À mesure qu'ils parlaient, l'atmosphère de la crypte se chargeait d'une énergie palpable. Les flammes des bougies s'étirèrent vers le plafond, et un vent inexplicable se leva, faisant tourbillonner la poussière. La marionnette commença à vibrer sur l'autel, ses articulations grinçant comme sous l'effet d'une tension insupportable. Un halo lumineux l'entoura progressivement, d'abord ténu, puis de plus en plus intense. C'est l'âme de Sophie qui se libère, expliqua Victor, observant le phénomène avec un mélange de crainte et d'émerveillement scientifique. L'ancien émit un rugissement qui ébranla les fondations mêmes de la crypte. Son corps de pierre semblait se fluidifier par endroits, comme si la roche devenait momentanément malléable. Des filaments de lumière jaillirent de la marionnette pour se diriger vers la gargouille, créant un pont éthéré entre les deux entités. Le transfert a commencé, murmura Mathilde. Continuez l'incantation, quoi qu'il arrive. Élise et Thomas, mains jointes, poursuivirent leur récitation, même lorsque le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Des fragments de pierre se détachèrent du plafond, mais les gargouilles aux yeux bleus les interceptèrent avant qu'ils ne puissent blesser les humains. Soudain, un cri déchirant retentit la voix de Sophie, mais étrangement distordue, comme si elle venait de très loin. Une forme lumineuse s'arracha de la marionnette, flottant un instant dans l'air avant de se condenser en une silhouette reconnaissable. Sophie, cria Thomas, faisant un mouvement pour s'élancer vers elle, mais Mathilde le retint fermement. N'interrompez pas le rituel. Elle n'est pas encore complètement revenue. La forme spectrale de Sophie semblait désorientée, oscillant entre la marionnette et ses parents. L'ancien tendit une griffe de pierre vers elle, comme pour la saisir, mais les gargouilles aux yeux bleus s'interposèrent, formant une barrière protectrice. Élise. Thomas. Dirigez votre pensée vers votre fille, ordonna Mathilde. Appelez-la avec votre cœur, pas avec votre voix. Le couple, toujours en récitant l'incantation, concentra toute leur volonté sur l'image mentale de Sophie, sur leur amour pour elle, sur leur désir ardent de la ramener parmi eux. La silhouette lumineuse sembla réagir, se tournant vers eux. Lentement, comme attirée par un aimant invisible, elle dériva dans leur direction, s'éloignant de l'ancien qui émit un grondement de frustration. Au moment précis où le premier rayon de soleil pénétra par la brèche du plafond, illuminant la crypte d'une lumière dorée, l'essence de Sophie atteignit ses parents. Une explosion de lumière blanche les enveloppa tous les trois, si intense que Victor et Mathilde durent détourner le regard. Lorsque la lumière s'estompa, Sophie était là, corporelle, tangible, évanouie mais vivante dans les bras de ses parents qui avaient interrompu leur incantation pour la serrer contre eux. La marionnette, sur l'autel, n'était plus qu'un morceau de bois inerte, ses traits autrefois si expressifs désormais figés dans une neutralité sans vie. L'ancien, lui, avait changé. Sa forme de pierre semblait plus fluide, plus vivante, et ses yeux, autrefois rougeoyants, oscillaient maintenant entre le rouge et le bleu, comme si deux natures luttaient en lui. Le pacte est scellé, déclara-t-il, sa voix résonnant différemment, presque harmonieuse. Vous êtes désormais mes gardiens humains, et je suis lié à vous comme vous êtes liés à moi. Mathilde s'approcha d'Élise et Thomas qui berçaient leur fille inconsciente. Elle va se réveiller bientôt. Son âme a subi une épreuve terrible, mais les enfants ont une résilience que nous, adultes, avons perdue. Que avons-nous fait exactement ? Demanda Thomas, caressant les cheveux de Sophie. Vous avez créé un nouvel équilibre, répondit Victor en refermant doucement le journal de Marais. Pour la première fois depuis des siècles, le monde des hommes et celui des gardiens sont liés par un pacte volontaire, non par une prison de pierre ou de bois. Les gargouilles commençaient déjà à remonter vers la brèche, retournant à leur perchoir alors que le soleil montait dans le ciel parisien. Seul l'ancien demeura, ses yeux désormais d'un violet profond fixés sur la famille Moreau. Nous nous reverrons bientôt, dit-il avant de déployer ses ailes massives. La nuit prochaine, je vous expliquerai ce que signifie vraiment être gardien de Notre-Dame. Sur ces mots, il s'envola, disparaissant par la brèche. Un silence apaisant s'abattit sur la crypte, uniquement troublé par la respiration régulière de Sophie. Élise et Thomas échangèrent un regard où se lisait un mélange de soulagement, d'épuisement et d'appréhension face à leur nouvelle réalité. Rentrons à la maison, dit simplement Élise. Dehors, Paris s'éveillait, ignorant tout du pacte qui venait d'être conclu en son cœur de pierre. Le crépuscule enveloppait Paris d'un manteau pourpre,
transformant la scène en un ruban de feu liquide. Depuis la fenêtre de leur salon, Élise et Thomas contemplaient les tours de Notre-Dame qui se découpaient contre le ciel rougeoyant. Sophie, blottie entre eux sur le canapé, somnolait paisiblement, épuisée par les événements de la nuit précédente. Après leur retour de la crypte, la fillette avait dormi presque toute la journée, se réveillant par moments pour demander de l'eau ou rassurer ses parents d'un faible sourire avant de replonger dans un sommeil réparateur. Les médecins consultés n'avaient rien trouvé d'anormal, diagnostiquant simplement un « épuisement nerveux », terme commode pour désigner ce que la science conventionnelle ne pouvait expliquer. « Comment te sens-tu » demanda doucement Élise en caressant les cheveux de sa fille. Sophie ouvrit les yeux, révélant un regard qui semblait plus ancien, plus profond qu'avant. Étrange. Comme si j'avais fait un très long voyage. Elle hésita. Je me souviens de choses, des choses que je n'ai pas vécues. Des visages de pierre, des voix anciennes, des hauteurs vertigineuses au-dessus de la ville. Thomas et Élise échangèrent un regard inquiet. Ce sont probablement des rêves, suggéra Thomas avec une assurance qu'il était loin de ressentir. Non, répondit Sophie avec une certitude troublante. Ce sont des souvenirs. Pas les miens, mais ceux de l'autre. Celui qui m'a prise. Un silence pesant s'installa, uniquement rompu par le tic-tac régulier de la pendule. Dehors, le jour continuait de décliner, les ombres s'allongeant sur les toits de Paris. « Il va venir ce soir, n'est-ce pas » demanda soudain Sophie. L'ancien. Il l'a promis. Élise acquiesça lentement. Oui. Nous avons conclu un pacte. Nous sommes désormais liés à lui, et à Notre-Dame. Qu'est-ce que cela signifie concrètement demanda Thomas, formulant enfin la question qui les tourmentait depuis leur retour. Personne n'eut le temps de proposer une réponse. Un bruissement d'ailes massives retentit soudain à l'extérieur, suivi d'un bruit sourd sur le balcon. Les rideaux s'agitèrent sous l'effet d'une brise soudaine, et une ombre immense se profila contre la baie vitrée. « Il est là » murmura Sophie, étrangement calme. Thomas se leva pour ouvrir la porte-fenêtre, révélant la silhouette imposante de l'ancien. À la lumière artificielle de l'appartement, sa nature de pierre était encore plus saisissante, un corps massif de granit sombre, des ailes membraneuses partiellement repliées, un visage au trait fin malgré sa composition minérale. Ses yeux, désormais d'un violet profond, luisaient d'une intelligence ancienne. « Mes gardiens, dit-il en inclinant légèrement sa tête, un geste étonnamment gracieux pour une créature de son envergure. Et la petite âme qui m'a momentanément abrité. » Sophie se redressa, fixant la gargouille sans peur apparente. « Vous êtes différent maintenant. Vos yeux ont changé. » L'ancien s'avança dans le salon, ses griffes cliquetant doucement sur le parquet. « Perspicace, enfant. Le rituel a modifié ma nature. Pendant des siècles, j'ai été divisé, une partie de moi emprisonnée dans la pierre, vouée à la protection, une autre dans le bois, corrompue par la colère et le ressentiment. Grâce à votre sacrifice volontaire, je suis à nouveau entier. » « Que signifie être vos gardiens » demanda Élise, allant droit au but. L'ancien se tourna vers elle. « Cela signifie que vous êtes désormais les intermédiaires entre mon monde et le vôtre. Vous percevrez ce que les humains ordinaires ne peuvent voir. Vous sentirez les déséquilibres, les intrusions. » Des intrusions, répéta Thomas, perplexe. Notre-Dame n'est pas simplement un édifice religieux, expliqua la gargouille. C'est un nexus, un point de convergence entre les réalités. Les bâtisseurs le savaient, c'est pourquoi ils ont créé les gardiens de pierre pour protéger ce seuil. Élise, l'historienne en elle éveillée malgré les circonstances extraordinaires, demanda, vous parlez d'autres mondes ? D'autres dimensions ? Des plans d'existence qui se superposent aux vôtres, oui. Certains bénéfiques, d'autres hostiles. Pendant des siècles, nous avons maintenu l'équilibre, mais récemment. Un grondement sourd l'interrompit, semblant provenir de la cathédrale elle-même. L'ancien se raidit, ses ailes s'écartant légèrement. « Qu'est-ce que c'était » demanda Thomas, alarmé. « Une tentative d'intrusion » répondit la gargouille, ses yeux violets fixés sur Notre-Dame. « Les autres gardiens la contiennent pour l'instant, mais ils faiblissent. La séparation de mon essence a affaibli nos défenses pendant trop longtemps. »« Que devons-nous faire » demanda Élise, se levant instinctivement. « Venez avec moi. Cette nuit, vous devez accomplir votre première tâche de gardien. » Thomas jeta un regard inquiet vers Sophie. « Notre fille. Elle doit venir aussi, dit l'ancien avec une certitude absolue. Son lien avec moi, bien que rompu, a laissé une empreinte. Elle possède désormais une sensibilité aux énergies que même vous n'avez pas encore développée.
Sophie se leva, soudain parfaitement éveillée. Je veux y aller. Je sens que je dois y aller. Élise et Thomas échangèrent un regard résigné. Leur vie avait irrémédiablement changé, et il était temps d'accepter cette nouvelle réalité. Comment allons-nous nous y rendre, demanda Thomas, imaginant déjà le spectacle qu'il offrirait en traversant Paris en compagnie d'une gargouille vivante. L'ancien émit un son qui ressemblait presque à un rire. Par la voie des airs, bien sûr. Avant qu'il ne puisse protester, il s'avança sur le balcon et s'accroupit, déployant ses ailes massives. N'ayez crainte. Je ne laisserai pas tomber mes gardiens. Avec une appréhension mêlée d'excitation, la famille Moreau monta sur le dos de la créature, s'accrochant aux aspérités de sa peau de pierre. D'un puissant battement d'ailes, l'ancien s'éleva dans le ciel nocturne de Paris. Le vol fut à la fois terrifiant et exaltant. Sous eux, la ville s'étendait comme une maquette illuminée, les monuments familiers apparaissant sous un angle totalement nouveau. Sophie, loin d'être effrayée, riait de joie, ses cheveux fouettés par le vent. Ils atteignirent Notre-Dame en quelques minutes à peine. L'ancien se posa avec une délicatesse surprenante sur la galerie des Chimères, où d'autres gargouilles les attendaient. Certaines inclinèrent respectueusement la tête devant la famille, reconnaissant leur nouveau statut. « Bienvenue sur notre domaine », dit l'ancien tandis qu'il descendait de son dos. Peu d'humains ont foulé ces hauteurs depuis les bâtisseurs originels. Élise observa avec émerveillement les créatures de pierre qui les entouraient. À la lumière de la lune, leurs détails sculptés prenaient une dimension nouvelle, révélant une expressivité que les touristes en contrebas ne pouvaient soupçonner. « Qu'est-ce qui tente de franchir le seuil ?» demanda-t-elle, se rappelant la raison de leur venue. L'ancien les guida vers le transept nord, où plusieurs gargouilles étaient rassemblées autour d'une section du toit qui semblait onduler légèrement, comme sous l'effet d'une chaleur intense. Une entité ancienne, attirée par le déséquilibre temporaire causé par notre rituel. Elle a senti ma réunification et cherche à exploiter les dernières faiblesses de notre barrière. « Comment pouvons-nous aider ?» demanda Thomas. « Nous ne sommes que des humains. »« Vous êtes bien plus désormais » répondit l'ancien. « Le sang que vous avez offert volontairement vous a conféré une partie de notre essence. Concentrez-vous, et vous sentirez le pouvoir qui coule en vous. » Élise ferma les yeux, cherchant en elle cette nouvelle sensation. Au début, il n'y eut rien, puis une chaleur se répandit dans ses veines, pulsant au rythme des battements de son cœur. Quand elle rouvrit les yeux, le monde avait changé. Elle voyait désormais des filaments d'énergie reliant les gargouilles entre elles, formant un réseau complexe qui enveloppait toute la cathédrale. « Je le vois », murmura-t-elle avec émerveillement. « Le réseau de protection. » Thomas, qui avait suivi son exemple, hocha la tête. « C'est indescriptible. » Sophie s'était approchée de la zone ondulante, observant avec une curiosité non dissimulée. « Il y a quelque chose qui pousse de l'autre côté. Quelque chose de très ancien, et très en colère. » L'ancien se plaça près d'elle. « Tu as raison, petite. C'est une entité qui existait avant même que les hommes ne bâtissent des temples. Elle se nourrit de peur et de chaos. »« Que devons-nous faire ?» demanda Élise, sentant l'urgence de la situation. « Formez un cercle autour de la brèche, ordonna l'ancien. Joignez vos mains et concentrez-vous sur le lien qui nous unit. Visualisez la barrière se renforçant, devenant impénétrable. » La famille obéit, formant un triangle parfait autour de la zone perturbée. Les gargouilles se positionnèrent entre eux, créant une formation géométrique complexe. L'ancien se plaça au centre, ses ailes déployées au-dessus de la brèche comme un bouclier vivant. « Maintenant, récitez avec moi, dit-il avant d'entamer une incantation dans une langue que, étrangement, ils comprenaient tous trois parfaitement, comme si elle résonnait directement dans leur esprit plutôt que dans leurs oreilles. Ils joignirent leur voix à celle de l'ancien, sentant l'énergie circuler entre eux, s'intensifiant à chaque répétition. La zone ondulante commença à se stabiliser, les distorsions s'atténuant progressivement. Mais soudain, une force massive sembla pousser de l'autre côté. La brèche s'élargit brusquement, et une vapeur noirâtre s'en échappa, formant des tentacules qui cherchaient à s'accrocher à tout ce qu'ils pouvaient atteindre. « Tenez bon !» cria l'ancien, luttant visiblement pour contenir l'intrusion. « Ne brisez pas le cercle, quoi qu'il arrive. » Un des tentacules se dirigea droit vers Sophie, comme attiré par son énergie juvénile. La fillette ne recula pas, maintenant fermement ses mains dans celles de ses parents. Ses yeux s'illuminèrent soudain d'une lueur bleutée, et de sa bouche sortit une incantation qu'elle n'avait jamais apprise mais qui semblait inscrite dans sa mémoire depuis son bref séjour dans l'entremonde. Le tentacule hésita, puis se rétracta comme brûlé. Les autres suivirent,
se repliant vers la brèche qui commençait à se refermer. Continuez, encouragea l'ancien. La barrière se reconstitue. Ils redoublèrent d'efforts, leur chant s'intensifiant tandis que l'énergie circulait entre eux avec une puissance croissante. Les gargouilles joignirent leurs voix aux leurs, créant une harmonie surnaturelle qui résonnait bien au-delà des murs de la cathédrale. Dans un dernier effort désespéré, l'entité projeta toute sa force contre la barrière. Pendant un instant terrible, il sembla que la brèche allait s'ouvrir complètement. Mais alors, l'ancien plongea ses griffes directement dans la distorsion, son corps de pierre s'illuminant d'une lumière violette aveuglante. « Par le pacte ancien et le pacte nouveau, je te bannis, rugit-il. » Une explosion silencieuse de lumière jaillit du point de contact, si intense qu'elle illumina brièvement tout Paris comme en plein jour. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la brèche se referma, ne laissant qu'une légère décoloration sur les tuiles du toit. Le silence retomba sur la galerie, uniquement troublé par les respirations haletantes de la famille Moreau. L'ancien se redressa lentement, visiblement affaibli par l'effort fourni. « C'est fait, dit-il simplement. La barrière est restaurée, plus forte qu'avant. » Élise s'approcha de Sophie, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Comment as-tu su quoi faire ? Ces mots que tu as prononcés. » Sophie haussa les épaules avec la simplicité de l'enfance. « Je les ai entendus là-bas, quand j'étais, de l'autre côté. Ils étaient dans ma tête, attendant d'être utilisés. » L'ancien posa délicatement une griffe sur l'épaule de la fillette. « Tu as ramené plus que ton âme de ton voyage, petite. Tu as ramené une connaissance que peu d'humains possèdent. » Thomas rejoignit sa famille, les enveloppant dans une étreinte protectrice. « Est-ce terminé maintenant ? Avons-nous réussi notre première tâche de gardien ?» L'ancien contempla le ciel étoilé au-dessus de Paris. Cette menace particulière est écartée, oui. Mais d'autres viendront. C'est la nature même de l'équilibre toujours contesté, toujours à maintenir. Élise suivit son regard vers les étoiles, puis vers la ville qui s'étendait à leurs pieds, ignorante du drame qui venait de se jouer. « Alors nous serons prêts, dit-elle avec une détermination nouvelle. » Les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, teintant le ciel d'or et de rose. Les gargouilles, sentant l'approche du jour, retournaient lentement à leurs positions habituelles. « Il est temps pour vous de rentrer, dit l'ancien. Le jour appartient aux hommes. La nuit est notre domaine. » Alors qu'il s'apprêtait à les ramener, Sophie posa une question qui les troublait tous, « Serons-nous toujours une famille normale ? Pourrons-nous avoir une vie ordinaire ?» L'ancien considéra la question avec gravité. « Votre vie ne sera plus jamais ordinaire, c'est certain. Mais vous resterez une famille peut-être même plus unie qu'avant par ce secret partagé, cette mission commune. » Sur ces paroles, il les prit sur son dos et s'élança dans le ciel matinal, invisible aux yeux des rares Parisiens déjà éveillés. Derrière eux, Notre-Dame se dressait, majestueuse et sereine, gardant ses secrets millénaires tandis que la ville s'éveillait à un nouveau jour, ignorant tous des gardiens qui veillaient sur elle depuis les hauteurs. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique sur les toits de Notre-Dame. L'automne parisien paraît à nouveau la ville de teinte dorée, les feuilles des marronniers virevoltant dans les allées du Luxembourg où la famille Moreau se promenait paisiblement. À première vue, il ressemblait à n'importe quelle famille. Thomas, l'architecte désormais spécialisé dans la restauration de monuments historiques, Élise, récemment nommée conservatrice adjointe au département médiéval du musée de Cluny, et Sophie, 13 ans maintenant, une adolescente au regard étrangement mature pour son âge. Mais un observateur attentif aurait peut-être remarqué certaines particularités, la façon dont ils s'arrêtaient parfois au milieu d'une conversation, comme écoutant une voix inaudible pour les autres, leur habitude de lever les yeux vers les hauteurs des bâtiments, cherchant des formes familières dans la pierre, ou encore les étranges pendentifs en granit sombre qu'ils portaient tous trois, sculptés en forme de minuscules gargouilles. « Maman, regarde !» s'exclama Sophie en désignant un article dans le journal qu'Élise feuilletait sur un banc. « Ils vont restaurer la galerie des Chimères le mois prochain. » Élise parcourut rapidement l'article. « Oui, Victor m'en avait parlé. Une inspection de routine a révélé des fissures inquiétantes dans certaines sculptures. » Thomas, qui revenait avec des glaces, sourit discrètement. « Des fissures inquiétantes, vraiment ? Est-ce ainsi qu'on appelle les dommages causés par un combat contre une entité interdimensionnelle ? » Chut, le réprimanda gentiment Élise, jetant un regard circulaire pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Tu sais bien que nous devons être discrets. » Leur vie avait trouvé un nouvel équilibre au cours de l'année écoulée. Le jour, ils menaient une existence presque normale, travail, école, activités quotidiennes. Mais la nuit, à intervalles réguliers,
il rejoignait l'ancien et les autres gardiens sur les hauteurs de Notre-Dame pour maintenir la barrière entre les mondes. Sophie avait développé des dons particuliers suite à son séjour dans l'entremonde. Elle percevait des énergies invisibles aux autres, pressentait les perturbations avant même que les gargouilles ne les détectent. Cette sensibilité accrue s'accompagnait parfois de rêves prémonitoires qui la réveillaient en sueur, mais elle avait appris à les gérer, guidée par Mathilde qui était devenue une sorte de mentor pour elle. « Je sens quelque chose », dit soudain la jeune fille, son expression devenant distante. Une présence, différente. Pas menaçante, mais, cherchant à communiquer. Thomas et Élise se redressèrent immédiatement, tous leurs sens en alerte. « Où ?» demanda Thomas à voix basse. Sophie ferma les yeux, se concentrant. Près de la fontaine Médicis. C'est confus. Comme si elle ne savait pas exactement comment nous atteindre. Ils se dirigèrent vers la fontaine, apparemment décontractés mais intérieurement tendus. L'eau miroitait doucement sous les rayons du soleil automnal, projetant des reflets d'encens sur les sculptures qui l'entouraient. C'est là qu'ils la virent, une femme élégante d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable, qui semblait attendre quelqu'un. Ce qui la distinguait aux yeux des Moreau, c'était l'aura subtile qui l'entourait, une lueur bleutée imperceptible pour le commun des mortels, mais évidente pour eux. « Elle est comme nous », murmura Élise. « Une gardienne. » La femme tourna la tête dans leur direction, comme si elle avait entendu. Un sourire discret éclaira son visage, et elle s'approcha d'un pas assuré. « Famille Moreau, dit-elle en guise de salutation. Je suis Isabelle Dumas. L'ancien m'a parlé de vous. Vous êtes une gardienne ? Demanda directement Sophie, avec la franchise de la jeunesse. Isabelle acquiesça. Depuis 23 ans. Je veille sur le Sacré-Cœur, comme ma mère avant moi, et sa mère avant elle. Cette révélation les stupéfia. Il y a d'autres gardiens humains ? D'autres sites protégés ? s'étonna Thomas. Bien sûr, répondit Isabelle comme si c'était une évidence. Paris compte 7 nexus majeurs, chacun gardé par une famille liée aux entités qui y résident. Notre-Dame est le plus ancien, le plus puissant, mais pas le seul. Elle les invita à la suivre jusqu'à un café discret à proximité, où ils pourraient discuter plus librement. Installés à une table isolée, ils écoutèrent avec fascination Isabelle leur révéler l'existence d'un réseau entier de gardiens à travers Paris, et même au-delà. Chaque grande ville du monde possède ses propres nexus et ses propres gardiens, expliqua-t-elle. Londres a la Tour et l'Abbaye, Rome a le Colisée et Saint-Pierre, New York a son pont et sa bibliothèque. Des lieux où le voile entre les mondes est plus mince, nécessitant une vigilance constante. Pourquoi ne nous avoir contactés que maintenant ? Demanda Élise, partagée entre l'émerveillement et une légère vexation d'avoir été tenue dans l'ignorance. Tradition, répondit simplement Isabelle. Les nouveaux gardiens doivent d'abord forger leurs propres liens avec leurs entités, développer leurs propres méthodes. Une année est le délai habituel avant que le conseil ne prenne contact. Le conseil, répéta Thomas. Nous nous réunissons 4 fois par an, au solstice et aux équinoxes. Nous partageons informations et ressources, coordonnons nos efforts quand une menace majeure se profile. Elle sourit. L'équinoxe d'automne approche. C'est pourquoi je suis venu vous inviter à votre première assemblée. Sophie, qui était restée silencieuse, absorba cette information avec un enthousiasme visible. Il y aura d'autres enfants comme moi ? D'autres qui ont traversé ? Le visage d'Isabelle s'adoucit. Quelques-uns, oui. Les enfants qui ont connu l'entremonde sont rares et précieux. Ils développent souvent des dons uniques. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase dans leur vie de gardien. La réunion du conseil, tenue dans une crypte oubliée sous le Panthéon, leur révéla l'ampleur du réseau qui veillait sur Paris depuis des siècles. Des familles de tous horizons, unies par leur mission secrète, partageant connaissances et expériences tout en menant des vies apparemment ordinaires aux yeux du monde. Sophie y rencontra effectivement d'autres jeunes qui avaient vécu des expériences similaires à la sienne. Avec eux, elle pouvait parler librement de ses perceptions, de ses rêves, sans craindre d'être jugée ou incomprise. Cette camaraderie inattendue l'aida à accepter pleinement sa nouvelle nature. Les mois passèrent, rythmés par leurs obligations de gardien et leur vie quotidienne. La marionnette, désormais inerte, avait trouvé sa place dans une vitrine sécurisée du musée de Cluny, sous la surveillance discrète d'Élise. Une simple étiquette la décrivait comme un « artefact du XVIIIe siècle », probablement utilisé dans les mystères médiévaux représentés sur le parvis de Notre-Dame. Seuls les initiés pouvaient percevoir le léger scintillement qui l'entourait, un rappel constant du pacte qui avait été scellé. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement sur Paris,
la famille Moreau se réunit sur leur balcon pour observer Notre-Dame illuminée pour les fêtes. L'ancien les y rejoignit, sa silhouette massive se découpant contre le ciel nocturne. « Un an de gardiennat, dit-il de sa voix rocailleuse. Vous avez bien servi. Nous avons encore beaucoup à apprendre, répondit humblement Élise. L'apprentissage ne s'arrête jamais, acquiesça l'ancien. Même après des millénaires d'existence, je découvre encore des aspects nouveaux de ce monde et des autres. Sophie, emmitouflée dans une épaisse couverture, observait les flocons qui fondaient au contact de la peau de pierre de la gargouille. Est-ce que ça finira un jour? Notre mission de gardien? L'ancien considéra la question avec gravité. Toutes choses ont un commencement et une fin, petite. Mais certains cycles sont si vastes que même moi ne peux en voir les limites. Votre lignée de gardiens pourrait se perpétuer sur des générations, ou s'achever avec vous. L'important n'est pas la durée, mais la fidélité à votre engagement. Thomas passa un bras autour des épaules de sa fille. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. C'est ce que notre épreuve nous a enseigné de plus précieux. Élise rejoignit leur étreinte, formant un cercle familial que même le froid de décembre ne pouvait entamer. Notre vie a changé de façon inimaginable, dit-elle doucement. Mais je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. L'ancien déploya ses ailes, s'apprêtant à retourner à son perchoir. Les changements les plus profonds sont souvent ceux que nous n'avons pas cherchés, observa-t-il. Vous avez trouvé une marionnette maudite, et elle vous a mené à une bénédiction déguisée. Sur ces mots, il s'envola, sa silhouette massive se fondant rapidement dans l'obscurité hivernale. La famille resta un moment sur le balcon, contemplant la cathédrale qui se dressait, éternelle sentinelle, au cœur de Paris. Pour les milliers de personnes qui passaient à ses pieds chaque jour, elle n'était qu'un monument historique, un chef-d'œuvre architectural, un symbole religieux. Pour les Moreau, elle était devenue bien plus le centre d'une nouvelle existence, le point d'ancrage d'un équilibre fragile entre les mondes. Dans leur appartement, sur une étagère du salon, trônait désormais une collection de petites gargouilles sculptées cadeaux des autres familles de gardiens, chacune représentant un nexus différent de Paris. Un rappel tangible qu'ils n'étaient plus seuls dans leur mission. Sophie s'approcha de la balustrade, son pendentif en forme de gargouille luisant doucement contre sa poitrine. « Je me demande combien de secrets Paris cache encore, » murmura-t-elle, son regard parcourant l'horizon illuminé de la ville. « Nous avons l'éternité pour les découvrir, » répondit Élise en souriant. « Ou du moins, le temps qui nous est imparti. » Thomas consulta sa montre. « Il est presque minuit. Nous devrions nous préparer pour la ronde. » Car c'était la nouvelle routine des Moreau, chaque nuit de pleine lune, ils rejoignaient l'ancien sur les hauteurs de Notre-Dame pour une inspection complète des barrières. Une tâche qui aurait pu sembler fastidieuse, mais qu'ils avaient appris à apprécier comme un privilège, celui de voir Paris d'une perspective que peu connaîtraient jamais. Ils rentrèrent pour se préparer, laissant derrière eux le balcon vide. Mais pour un observateur attentif, les ombres projetées par la lumière des réverbères auraient révélé non pas 3 silhouettes humaines, mais 3 formes hybrides mi-humaines, mi-gargouilles, un aperçu fugace de la transformation subtile qui s'opérait en eux. Car si la marionnette maudite avait initié leur voyage, c'était leur acceptation volontaire de leur destin qui l'avait véritablement scellé. Ils étaient devenus les nouveaux gardiens de Paris, veillant depuis les hauteurs sur une ville qui ne soupçonnerait jamais leur existence. Et dans la nuit parisienne, les gargouilles de Notre-Dame semblaient sourire, gardiennes silencieuses d'un secret aussi ancien que la cathédrale elle-même. Fin.